Nous allons aborder le deuxième thème de ce soir, intitulé « Congé anticipé, Brin-Bresseau et après ». C'est le retour, vous savez, vous vous en souvenez, les enfants impliqués dans l'affaire des congés anticipés ont repris l'école. On aborde donc le sujet après ce reportage de Tim Edonji. À Boisseau, chef-lieu de région du Sud Comoé, 115 km d'Abidjan. La localité compte le plus grand nombre d'élèves mis en cause dans les violences scolaires pour congés anticipés et transférés à Brin-Bresseau pour redressement civique. Remis à leur famille dimanche, ils retrouvent 24 heures après leur école, le lycée moderne à Montano-Lambert. À notre arrivée, les élèves de terminale concernés par le système de double vacation n'ont pas encore fait leur entrée. Seuls ceux du premier cycle sont en classe. Parmi ces élèves, un seul de retour du séjour de Brin-Bresseau. Dans la classe de ce pensionnaire, dont nous gardons l'identité, l'heure est au calcul de la moyenne du premier trimestre. 12, 25, 8, 75. En attendant la prise en main de l'effectif total des élèves appelés à être des soldats du civisme et de la discipline, le proviseur salue ce retour et décline des perspectives. Nous avons vu certains ce matin qui ont intégré les classes. Nous comptons les envoyer au drapeau, puisque c'est une formation pour un redressement ou encore une socialisation, afin qu'ils puissent être des ambassadeurs de la paix et de la non-violence. Les parents, eux, retrouvent le sourire. C'est le cas de ces trentenaires de retour de l'école pour constater la présence de son fils. Vraiment, je suis contente de la libération des élèves. À Brin-Bresseau, les enfants mangeaient bien, dormaient bien. Tu vois là, quand même, ça se sent qu'ils étaient à l'aise. Donc moi, je remercie Madame la ministre de ce qu'elle a fait pour nos enfants. Ce matin, moi, je suis allée au lycée, j'ai parlé à mon enfant. Je ne veux plus entendre ça, qu'il était parmi les élèves qui ont grévé. Ça n'a qu'à être sa dernière fois. Le ministre en charge du service civique dévoilait hier, dimanche, des résultats des séances d'écoute et de tests psychologiques, mettant en exergue des défaillances du système éducatif. Malheureusement, nous avons des enseignants qui incitent donc certains élèves à aller en congé anticipé. Certains élèves qui nous ont fait savoir qu'ils veulent aller en congé anticipé parce que généralement, vers donc la fin des semestres ou des trimestres, les enseignants, certains enseignants mettent la plupart des devoirs donc en fin de trimestre avant les vacances et on les oblige à payer des polycopies pour préparer donc ces devoirs-là. Et pour ne pas avoir à payer les polycopies et ne pas avoir une multitude de devoirs donc en fin d'année, ils préfèrent donc suivre le discours de ceux qui les incitent donc à faire donc des congés anticipés. Ça veut dire qu'il y a l'assainissement même de l'environnement scolaire. Notons que ce retour à l'école fait suite à une recommandation du Conseil national des droits de l'homme, appelant au respect du droit des élèves, interpellés pour faits de violence scolaire en lien avec les congés anticipés. Donc sur le plateau de NCI 360 pour cette deuxième partie d'émission, deuxième partie dans laquelle nous abordons ce thème congé anticipé, Brin-Bresseau et après. Et pour en parler, j'ai encore le plaisir de recevoir M. Touré Mamadou, directeur général de l'Office du service civique national. Bonsoir M. Touré. Bonsoir Madame. Et merci d'être avec nous. Nous avons également M. Faïrama Rodrigue Koné qu'on aura en ligne. Bonsoir M. Koné. Bonsoir Evelyne. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Autre invité sur ce plateau, le professeur Edmond Doua, enseignant-chercheur en communication à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir Madame. Bonsoir et merci d'être là également. Bonsoir aux téléspectateurs. Et puis une femme, Madame Koulibaly Mat, qui est de la société civile, on va dire. Vous êtes la présidente de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains. Bonsoir Madame, c'est plutôt la coordonnatrice nationale. La coordonnatrice nationale, ok, autant pour moi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on connaît plus ou moins le contexte de cette situation. La première question que je vais poser, chacun a eu son avis sur la présence de ces jeunes, de ces enfants au centre du service civique de Brin-Bresseau. On a entendu beaucoup de choses. Je vais me tourner vers vous, M. Touré. Est-ce que c'était légal, leur présence dans ce centre? Merci Madame de cette question. Oui, la présence était tout à fait légale. Dites-nous en plus, expliquez-nous. Écoutez, nous sommes dans une situation un peu grave. Des élèves
avant les vacances scolaires, se mettent à troubler l'ordre public. De ce fait, ils sont interpellés par les autorités et détenus dans des prisons du pays. Et le juge estime que la prison n'est pas un lieu de maintien des élèves, encore mieux des mineurs, et décide de ce fait, par ordonnance, de confier la garde à un centre de service civique, le temps d'apprécier la situation de leur retour, soit en prison, soit à l'école. Okay. Donc c'est dans ce cadre-là que ce dispositif a été mis en place. Ok, donc c'est le juge qui décide de les envoyer au centre de service civique. Tout à fait. Madame Koulibaly, vous qui travaillez sur les questions des droits humains, est-ce que les droits de ces enfants ont été respectés? Merci, madame. Je commencerai déjà par faire remarquer l'attitude de ces enfants qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Et c'est un acte d'incivisme. Et quand on parle de droits de l'homme, il faut faire aussi attention. C'est vrai qu'il y a déjà le droit à l'éducation pour ces enfants. D'accord. Le droit à l'éducation implique également l'éducation civique et morale. Quand on a des enfants qui ne pensent pas école, qui sont dans la violence, et là, on ne peut plus parler de droits de ces enfants. D'accord. Parce qu'ils sont dans une attitude de violence. Merci. Je vais me retourner vers M. Koné qui est en ligne. On le sait tous et on est d'accord que cette situation pose la question de l'incivisme en général en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, notamment selon vous, quelles sont les causes profondes de cette situation? Bien, merci madame. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé autour de cet événement. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que c'était un comportement, je dirais, répréhensible que ces enfants ont abordé. Mais je pense que, passé l'émotion, il faut sérieusement nous interroger sur les racines profondes, comme vous le dites, de ce phénomène qui, à mon avis, selon ma conviction, est, je dirais, une crise évidente du système éducatif. Nous sommes dans une sorte, je dirais, ces comportements ont montré une crise plus globale du système éducatif et socio-éducatif du Côte d'Ivoire. Donc, si nous revenons donc... OK. Monsieur Koné, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on n'a pas votre son. Donc, le temps pour nous de régler ce détail technique. Je vais donner la parole à des invités sur ce plateau et je reviendrai vers vous. Je me tourne vers vous, donc, docteur Doua, vous êtes enseignant. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Nous sommes à l'école. Des enfants exigent des congés avant le temps, avant le calendrier scolaire. Et on est dans une situation. Selon vous, quelles sont les causes profondes de l'incivisme, de l'attitude de ces enfants? Alors, merci bien. Plusieurs causes justifient cet état de fait. Déjà, je commence mes propos par ce proverbe allemand de 1980 qui dit que la bonne éducation, ce sont de bonnes paroles et de dures punitions. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre s'y prête quand, évidemment, un enseignant veut aller plus loin, un enseignant veut éduquer, je ne parle pas de l'école de Jules ou alors cette vieille école où il y avait la carotte et le bâton. Mais en réalité, aujourd'hui, la problématique est là. Est-ce qu'on donne la latitude aux enseignants, aux éducateurs de faire leur travail? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur les enseignants quand ils doivent aller en profondeur? Voici épée un peu la problématique. de Damoclès de la part de qui? Qui fait Mais peser? évidemment, alors on va mettre le pied dans le plat des parents. Nous sommes tous éducateurs, nous sommes des parents. Il n'y a que souvent, quand, à l'école primaire, en notre temps, il y avait ces mesures correctives qui faisaient que l'élève respectait le maître. Vous voulez parler de la chicotte? Oui, j'ai parlé de carotte et en même temps, j'ai parlé de bâton. Donc, en réalité, cette épée-là, est-ce qu'on laisse l'éducateur faire son travail? Je me souviens quand j'étais en classe primaire et que le maître vous punissait, que vous venez à la maison en pleurs, c'est votre père qui continuait la punition. C'est-à-dire qui estimait que l'enseignant avait bien fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a que des parents
s'en prennent à des éducateurs, s'en prennent à des professeurs, à des maîtres, parce qu'ils ont fait leur boulot. Vous pointez du doigt directement la responsabilité des parents. Elle est partagée, cette responsabilité. Le ministère de l'Éducation est en train de faire un travail formidable, les états généraux. J'ai lu quelques problématiques, mais il faut aller plus loin et s'attaquer aux problèmes de civisme. Madame en a parlé tout à l'heure. Vous savez, depuis les années 90, il y a eu des signes avant-coureurs, mais on n'a pas prêté attention. OK. D'accord. Je reviens à vous, Monsieur Koné. Votre son doit être bon maintenant. Vous allez donc répondre ce que vous étiez en train de nous dire. Selon vous, quelles sont les causes profondes de cette situation? Comme je le disais, l'incivisme, on le constate tous, hein, mais je pense qu'il ne faut pas confondre, comme je le disais, la fièvre avec les causes de cette fièvre, parce que quand il y a une fièvre, elle est l'expression de plusieurs maladies, donc il faut diagnostiquer, aller au fond et trouver le problème. À notre avis, il y a une crise socio-éducative, et cette crise socio-éducative se décline sous deux formes, une crise même de l'autorité de l'État dans le milieu scolaire et étudiantin, mais aussi une crise de l'autorité au niveau familial. Au niveau étatique, il faut bien se rendre compte qu'il y a eu un affaiblissement pendant longtemps de la présence de l'État progressivement à la fin des années 90 avec les politiques d'ajustement structurel qui ont limité les investissements dans les politiques éducatives, notamment il y a eu une réduction au niveau de certaines activités scolaires, mais il y a eu également, je dirais, une dégradation des conditions pédagogiques de travail. Et cela, on l'a tous constaté. Hein, il y a la multiplication des nombres d'élèves par salle, on a des environnements pédagogiques qui ne sont pas adéquats, et il y a la suppression des activités aussi importantes comme les activités socio-éducatives au sein du milieu scolaire. Or, c'était, si vous voulez, des instruments assez importants qui inculquaient des valeurs de citoyenneté, de responsabilité aux jeunes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de leur société dans laquelle ils se retrouvaient. Et il faut finalement dire que ce rétrécissement, je dirais, financier de l'État dans le milieu a créé un quiproquo avec l'État et sa population scolaire. Vous avez vu les grèves se multiplier depuis les années 90. Donc tout cela a affaibli l'autorité de l'État, une crise de confiance. Et pour revenir maintenant à la crise de l'autorité parentale, il faut dire que notre société a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué. L'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est de croire que nos enfants, aujourd'hui, sont notre enfance. Ce n'est pas du tout la même société. Vous vous souvenez que dans les années 60, 70, 80, on va dire quand on était sous le parti unique, pratiquement il y avait une seule chaîne de télévision, il y avait un ou deux journaux, une seule chaîne de radio-télévision, mais aujourd'hui nos enfants sont influencés par plusieurs sources d'informations. Les modèles et les figures de l'autorité ont éclaté. Merci, et M. Koné. Nous continuons à vouloir utiliser les mêmes paradigmes, les mêmes outils d'éducation d'avant à des situations actuelles qui sont totalement différentes. Donc, il y a quelque chose à changer et cette approche répressive, en général, n'est pas forcément la solution. D'accord. On reviendra pour que vous puissiez développer. Le temps pour moi donc de donner la parole à Aristide et à Félix Oboni, les deux journalistes sur ce plateau. Alors, Félix, votre avis Aristide, votre avis sur la situation de façon générale? De façon générale, je crois que je suis très d'accord avec le dernier intervenant. La société a beaucoup évolué et je crois que tout à l'heure, le professeur Doua parlait à l'époque, on utilisait la carotte et le bâton, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y en avait des enseignants qui exagéraient, qui allaient très loin dans l'usage du bâton. Et c'est pour ça que progressivement, on a trouvé des solutions. Et le monde a beaucoup évolué. Et lorsqu'il y a une situation difficile, il faut toujours faire acte de leadership. C'est quoi faire acte de leadership? C'est que vous passez par la réflexion. Vous n'avez pas peur de la situation, vous ne fuyez pas, vous ne reculez pas. Les images qu'on a vues, et Madame l'a dit, ces images, on se demandait si c'était des élèves. Et à ce moment, l'État pouvait paniquer. On pouvait les amener en prison. Il fallait trouver une solution. Et je crois que la solution qui a été trouvée, je crois que le directeur général est là pour le confirmer, c'était la bonne solution. Okay. Et vous voyez bien que la démarche du président, même en politique, vous vous souvenez je ne veux pas revenir sur la politique, vous avez vu comment le général de corps d'armée à Palo
se comportait lorsqu'il y avait des situations, il venait parler aux gens. Et je crois que le professeur Doua a dit, dans l'éducation, il faut avoir des mots. Et il faut aussi avoir la punition. Et la punition qu'on a trouvée, ce n'était pas une punition de les mettre en prison, mais c'était de les rattraper pour qu'ils ne se perdent pas complètement. Et je crois que le gouvernement a fait un acte extraordinaire. Félix? Mais je pense que ceux qui m'ont précédé ont déjà posé clairement la situation. Oui, oui, bien sûr. On va évoluer peut-être. Oui, la crise de modèle et puis l'évolution de la société. La chicotte était utilisée hier. On dit que l'éducation commence par... le respect du maître. Au passage, je voudrais saluer moi aussi sur ce plateau mon maître parce que le professeur Doua est mon maître à l'université là-bas. Et il sait quelle est la différence que je lui dois par rapport à sa posture de maître à l'université lorsque je suis avec lui, tout protocole mis à part. C'est ton petit camarade. Autant, normalement, dans la vie courante, c'est mon ami. Mais quand je suis à l'université, c'est le maître. Donc, et je lui dois tout le respect du maître qu'il y a. Donc, le fait que nos sociétés aient évolué, et je suis à côté d'une dame qui parle des droits de l'homme. Depuis qu'on parle des questions des droits de l'homme, on est obligé de faire attention à certaines choses. La chicotte a un peu disparu. Or, la crainte du maître, c'est à partir de la crainte du maître. Est-ce que la chicotte était la solution? La chicotte, alors là, j'avoue, aujourd'hui, quand vous voyez un élève qui, quand il voit son maître, même rigole avec son maître, avant l'élève, lorsqu'il voit le maître, déjà, il est dans une certaine posture. Et vous n'avez pas la possibilité d'aller interrompre le cours d'un maître. Il n'y a pas que ces élèves. Il y a à peine une semaine, on a vu des étudiants encore qui sont sortis à la télévision aller interrompre des maîtres en plein cours, en pleine réflexion sur leur situation. Ça veut dire que la crainte du maître a foutu le camp et cela fait que de plus en plus, les enfants, l'éducation civique, ce n'est plus leur problème. Il faut ramener, on ne pourra plus ramener la chicotte. Mais je pense que la chicotte peut être remplacée par d'autres formules. Et moi, la formule que je vois, c'est qu'à la rentrée de chaque année, il faut qu'un élève signe une charte de bonne conduite et qu'un parent, parce qu'il y a aussi la crise du système familial, que chaque parent signe un engagement par rapport à la conduite de son enfant à l'école. OK, merci. Madame Coulibaly, avant de donner donc la parole au directeur de l'Office qui va nous expliquer l'émission, vous travaillez sur les droits humains, comme vous l'avez dit, vous êtes également maire. Votre avis, est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord par exemple pour le retour de la chicotte, de la répression à l'école? Pour vous, quelles sont les causes profondes? Monsieur le docteur Doua a parlé de la responsabilité parentale, des parents qui font des pressions sur les enseignants à un certain moment. D'accord, merci madame. La répression n'est pas la solution. Et comme certains prédécesseurs l'ont dit, la société a évolué et ce n'est pas vraiment par la répression qu'on peut résoudre les problèmes. Et ce qui est important, c'est de montrer à l'enfant quelle est la place du maître, quelle est la place de l'instituteur, du professeur. Et cela doit commencer dès, je dirais, la maternelle. Peut-être par des images pour inculquer aux enfants la place réelle du maître ou de l'enseignant. Parce que ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que les enseignants ont cette place de l'autorité parentale à l'école. De l'autorité parentale à l'école, quand l'enfant est à l'école, c'est le maître ou l'enseignant qui devient l'autorité parentale. Donc, il faut que l'enfant comprenne cela. Et par rapport aux causes, je dirais que les responsabilités sont partagées. Déjà, quand on prend le contexte social actuel, on se rend compte que les parents, pour la majorité, ont des occupations professionnelles qui font que les parents n'ont vraiment pas le temps d'encadrer les enfants après l'école et même de faire un suivi régulier de leur éducation, de leur comportement et voir qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce que je peux recadrer les choses. Et donc, c'est un des problèmes. Et je me dis, pour les enfants, les 70 enfants qui étaient à Bimbresso, c'est vrai qu'ils ont reçu cette formation civique, mais il est important qu'on puisse les faire encadrer par des psychologues, pour qu'on puisse comprendre les motivations réelles des enfants, pourquoi ils ont agi ainsi. D'accord, on note bien. Je sais que M. Touré Mamadou vous dira tout à l'heure qu'ils ont certainement mené ce travail et ils connaissent un peu les motivations des enfants. Je vais donner la parole à Soro Abou, qui nous appelle de Tout le Pleu pour son avis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Dites-nous. Merci pour l'occasion que vous nous donnez. En fait, je voudrais que cette question des congés anticipés soit abordée sur, comment on appelle ça, les causes.
les enfants aujourd'hui, on a un personnel insuffisant dans les établissements. C'est-à-dire le personnel d'encadrement, le personnel enseignant. Donc quand nous sommes à l'orée des congés, avec les travaux de fin de trimestre, les enseignants sont occupés, le personnel d'encadrement est occupé. Et du coup, les cours ont tendance à vaquer. Et donc quand l'enfant vient à l'école matin, il avait droit à 3 cours. Il a reçu un seul cours sur les 3 parce que les autres professeurs sont occupés au calcul de moyenne ou bien au conseil de classe, au pré-conseil, tout ça. Donc du coup, à un moment donné, l'enfant il vient, il n'y a pas quelque chose pour le retenir à l'école et du coup il a envie de passer en congé. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à la méthode où on occupait les enfants avec des kermesses, la vie scolaire? Il faut que la vie scolaire soit redynamisée. Il faut que les enfants soient au centre de certaines activités récréatives et que tout cela soit suivi et que tout cela soit encadré par l'administration éducative. Mais quand on a un personnel insuffisant, on a des enseignants qui sont insuffisants, des établissements qui ne répondent pas aux normes, des établissements qui ne sont pas clôturés. Du coup, tout ça, ça contribue. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre avis. Je vais tourner donc vers vous, monsieur Touré Mamadou. On a entendu beaucoup de choses sur ce plateau, notamment sur les causes. On a eu quelques pistes de solutions. Vous êtes le directeur général de l'Office du service civique national. Le service civique en Côte d'Ivoire est encadré par une loi. Alors, on se pose des questions du pourquoi. On ne va pas revenir sur le pourquoi en raison du temps. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir échoué dans votre mission? Non. Okay, pas du tout. Au contraire, nous sommes fiers de ce qui se passe actuellement. Okay. Les autres l'ont dit et je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons une société qui est en difficulté, il faut le reconnaître. Et en 2016, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a décidé de faire revenir l'Office du service civique national pour aider un grand nombre de jeunes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté. Et cet outil, silencieusement, je vais le dire, en 3 ans, nous avons sorti plus de 2000 jeunes de la vulnérabilité. Mais on n'en entendait pas parler. Vous ne trouvez pas que c'est peu par rapport Si, c'est peu, c'est peu. Oui, mais il faut bien commencer quelque part. On a commencé en 2016. Et aujourd'hui, on a traité plus de 2500 jeunes à la date. Le gouvernement décide, à compter de 2022, de construire 14 centres de services civiques dans chacune des grandes villes de Côte d'Ivoire. Actuellement, on a combien de centres? On en a 5. Mais on va avoir 14 bientôt. Okay. Et on passe de 2000, comme je l'ai dit, sur 3 ans, on passe maintenant à 14 000 par an. Donc, vous voyez l'effort qui est en train d'être fait pour résorber cette problématique des enfants en situation de violence. Et ça coûte cher. Mais cependant, l'autorité veut y mettre toutes les ressources. Alors, en créant l'Office du service civique national, on nous a confié 3 missions. La première des missions, c'est d'adresser la problématique de la vulnérabilité des jeunes. Ceux qui sont en échec scolaire, ils sont en abandon scolaire, ils sont addicts à l'alcool, ils sont dans la drogue, les parents ne les tiennent plus. On demande au service civique de les prendre en main. Donc vous ne travaillez que sur cette frange de la population. Et qu'est-ce qu'on fait quand on dit que l'incivisme est généralisé? Qu'est-ce qu'on fait des autres qui ne sont pas en situation de vulnérabilité? On a 3 outils. C'est ce que j'ai dit, on a 3 outils. Qui ne respectent pas. Okay. Le premier, n'oubliez pas qu'on sortait des crises et que la violence ambiante, il fallait trouver une solution. Et courageusement, on a décidé d'y faire face. On a mis en place ce qu'on appelle le SCAID. C'est au centre de l'Office du service civique national. C'est le premier instrument, c'est ce que vous connaissez plus ou moins. Okay. Et c'est une de ces déclinaisons qui a permis de traiter justement ces jeunes gens qui sont sortis des congés anticipés. Vous voyez bien qu'il a fallu que l'outil existe pour qu'on songe à envoyer ces jeunes gens-là. Ensuite, nous avons le SNJ, le Service national des jeunes. Là également, c'est un outil extrêmement important. On l'a dit tantôt, nous avons une société jeune. 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Ils sont extrêmement jeunes. Ils ont la tête dans la modernité, mais leur pied n'est plus dans la tradition. Ils ne savent rien de notre tradition. On cohabite, mais sans se connaître. Donc cet outil, le SNJ, a pour objet d'améliorer la mobilité des jeunes pour que tous les jeunes se connaissent, qu'on sache qui est de quelle ethnie, qui est de quelle tribu, quelles sont nos valeurs et comment on respecte les symboles de la République. Vous les ramenez dans la tradition? Bien sûr, ils apprennent la tradition ivoirienne. Okay. Ils doivent apprendre les uns des autres. Le dernier outil, c'est le volontariat.
Vous voyez, ça aussi, c'est un instrument important pour nous. Vous voyez aujourd'hui, l'engagement citoyen, le don de soi, l'acte gratuit, il n'y en a plus beaucoup. Okay. Et il faudrait qu'on revienne à cela. Donc, ce sont ces 3 outils qui ont été mis en place au sein de l'Office du service civique national, qui a commencé cette opération en 2016. On est à 2000 personnes, c'est petit. Le besoin est important. Rapidement, les tranches d'âge de Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous sommes à 300 000 jeunes dans les tranches d'âge. Par exemple, quand on prend les 14 ans, 15 ans, ils sont 300, 350 000. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la tranche des jeunes est extrêmement importante. Okay. Comment prendre tout ce monde-là en charge? Donc, c'est ce que l'Office du service civique essaie de faire. D'accord, on comprend bien. Et je vais permettre donc aux autres de réagir, mais surtout sur les solutions. Surtout sur les solutions au regard du temps, Docteur Doua. Quelles sont les solutions? Que devons-nous faire pour avoir une société ivoirienne beaucoup plus respectueuse? Très bien, les solutions sont multiples et variées. Il faut peut-être en prendre quelques priorités parmi ces solutions. Le téléspectateur de Tout le Pleu oui. Parlait des activités socio-culturelles qui pourraient retenir ou ne serait-ce qu'occuper les élèves pendant que les maîtres sont en train de corriger des copies, en train de délibérer pour certains sujets. C'est en ce moment-là qu'il faut créer un cadre pour que les élèves puissent être occupés. Il a parlé de Kemès, je suis d'accord avec lui. Nous, avant, je veux dire, comparaison n'est pas raison, mais on attendait justement ces occasions-là pour démontrer nos savoir-faire dans le domaine de l'animation. Donc, il y a des compétitions interclasses, ce qui faisait que les étudiants ou les élèves, je suis d'un poste d'enseignant à l'enseignement supérieur, mais je veux dire, les élèves à cette époque avaient la possibilité de s'occuper sainement. Donc, on venait, malgré que les cours étaient arrêtés, on venait participer à des activités ludiques, à des concours de danse, à des démonstrations de danse, etc. Donc, il faut ramener ces activités socio-culturelles et sportives au sein de nos établissements. Donc, occuper sainement les élèves. Les élèves. OK. Aristide. Alors, je suis très heureux d'entendre Monsieur le directeur général Touré Mamadou parler donc de cet instrument, de cet outil qui est le SNJ, je crois. Le service des jeunes. Et vous voyez bien, Evelyne, quand le président Ouattara fait sa campagne en 2010, il parle d'ado-solutions. Et vous nous demandez des solutions. Mais les solutions ne peuvent être que des solutions innovantes, des solutions endogènes. Endogènes, pourquoi? Parce que lorsque, avec cet instrument, on connecte les enfants avec leur réalité sociologique, traditionnelle, culturelle, à partir de ce moment, ils vont comprendre que la société est hiérarchisée. Et ce sont des solutions innovantes qui nous permettent de nous projeter. Parce que justement, comme a dit quelqu'un sur ce plateau bien avant, c'est même tout le monde qui l'a dit, les enfants ont la tête dans la modernité, mais n'ont pas les pieds dans nos traditions. Donc il faut, pour les solutions innovantes, il faut qu'on réfléchisse, celui de Tout le Pleu à donner des solutions, mais surtout des solutions endogènes. Pour les ramener aussi dans la tradition. Monsieur Koné, je vous donne la parole pour vos solutions. Lorsque vous avez terminé votre intervention, vous n'étiez pas d'accord pour la répression. Quelles sont vos solutions? Rapidement. Je dirais que mes solutions, je dis en fait, la problématique de l'autorité, les sources de l'autorité aujourd'hui ne doivent pas être exclusivement puisées, je dirais, dans la manière violente. Parce que, comme j'ai dit, la société a véritablement changé, nos enfants ont vraiment changé, ils s'identifient à une pluralité de modèles. Donc, c'est à nous de construire un système, un paradigme éducationnel qui tient compte des enjeux et des réalités du moment actuel. J'irai rapidement en essayant d'évoquer, à mon avis, 3 éléments qui me semblent essentiels et qui se fondent, à mon avis, sur le regard d'ailleurs qu'on porte sur les jeunes. Il faut que nous changeons tous nos regards vis-à-vis des enfants. Ces jeunes-là sont capables d'avoir des arguments, sont capables de participer à la gouvernance scolaire. Il faut les laisser parler, il faut créer donc un système de gouvernance scolaire dans lesquels ils sont tout aussi responsables. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont apprendre à être citoyens, à respecter l'autorité publique, la chose publique également. Et cela passe par une pédagogie de la responsabilisation, à la fois au niveau des parents, parce que les parents ont souvent l'impression que leurs enfants ne sont pas capables d'avoir des opinions. Ils veulent tout décider pour eux. Il faut leur laisser la place, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent avoir également leur choix. Deuxième élément qui, à mon avis, me paraît essentiel, parce que cette crise est une crise aussi de la société, une crise de l'école. L'école a toujours été vue, ou je dirais historiquement, a été vue comme le parcours
pour la réussite par excellence sociale. Mais notre société a créé des modèles par la violence. Et les enfants s'identifient également par la violence. La violence est devenue un des moyens de revendication. Quand nous faisons nos élections, ça se termine par la violence, c'est le plus fort qui le remporte. Okay. Ce sont les modèles autant qu'on a véhiculés. Troisième élément, à mon avis, qui reste essentiel, c'est la question des valeurs. Nous agissons, les enfants imitent. Il faut que nous agissions par modèle. Ils agissent du moins par modèle. Nous, les adultes, nous ne sommes pas toujours crédibles vis-à-vis des enfants. Nous tenons un discours moral et dans notre réalité sociale, nous faisons autre chose. Nous promouvons souvent des comportements d'indiscipline. On grille le feu, les enfants sont dans la voiture, ils voient que nous grillons le feu, on discute avec les policiers. Donc, il faut qu'également nous, les adultes, nous prenions notre responsabilité dans cette affaire en véhiculant des modèles auxquels les enfants pourraient également s'identifier. Merci beaucoup, M. Koné. Félix Boni, vos solutions? J'ai envie de dire en 10 secondes. Oui, en 10 secondes, madame, le professeur doit en situer déjà les causes, c'est-à-dire au niveau familial et au niveau du système scolaire. Les solutions, comme moi je l'ai dit au départ, pour que ça engage aussi la famille, il faut faire signer une charte de bonne conduite à l'élève au début de l'année. Il faut faire introduire également un engagement que chaque parent signera. Ça obligera chacun à suivre le comportement de son enfant à l'école. Je crois que cela va permettre un peu de résoudre le problème. Maintenant, comme on parle de SNJ, de civisme, moi je crois qu'il faut également renforcer l'action civique à l'école, parallèlement à la structure de M. Touré Mamadou. Il faut renforcer le civisme à l'école pour que cela puisse véritablement prendre effet, pour qu'on ait un résultat plus global au lieu de seulement l'action civique de M. Touré Mamadou qui n'a que un résultat de 2500 jeunes en 6 ans. Il faut renforcer à l'école pour qu'on puisse avoir un résultat qui s'étend sur l'ensemble du territoire. OK. Madame Coulibaly, vos solutions? Oui, je voudrais déjà saluer les états généraux qui ont été entamés. De l'éducation nationale. De l'éducation nationale. C'est une initiative noble. Et nous souhaiterions que ces états généraux puissent prendre en compte également l'aspect droit des enfants. Et une autre solution, c'est qu'il faut faire revenir la discipline de l'éducation civique et morale. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était une des disciplines à l'école primaire. Il est important de faire revenir cette discipline. Et peut-être s'il le faut, depuis la maternelle au primaire jusqu'à tous les niveaux de cycle. Et l'autre solution que je voudrais proposer, c'est de pouvoir mettre en place un comité d'experts composé de sociologues et de psychologues pour vraiment faire une étude, une analyse globale du système éducatif, en plus des états généraux qui sont en train d'être organisés, de sorte à ce qu'on ne perde pas de vue certains aspects et qu'on puisse aboutir à des résultats concrets qui puissent nous permettre d'améliorer le système éducatif en Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Touré, je sais que vous avez un vaste chantier, vous avez beaucoup de choses de prévues. Dites-nous en quelques mots. En quelques mots, je rebondis sur ce que Monsieur Félix Boni a dit. Vous savez, en toute chose, il faut d'abord privilégier la politique des petits pas. Il faut apprendre. Le service civique de ce modèle, le dernier camp de service civique qu'on a connu en Côte d'Ivoire, c'était en 1983. Il n'y a plus jamais eu de camp de service civique en Côte d'Ivoire. Donc, l'histoire du service civique est là. Nous avons une population qui a explosé. Est-ce qu'on peut aller aux solutions? Les solutions, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais en 10 secondes quand même. En termes de volume de personnes à traiter, dans le cadre du SCAED, comme je l'ai dit, pour les jeunes en situation de vulnérabilité, on est en train de passer de 2 000 sur 3 ans, et non sur 6 ans, à 14 000 par an, à compter de 2022. Donc, on va traiter 60 000 jeunes à l'horizon de 2024-2025. OK, donc 14 000 jeunes pour cette année 2022. On passe de 2 000 à 14 000. OK. Ensuite, pour ce qui concerne le SNJ, il est envisagé dans le passage à échelle du service civique tel que l'a instruit Monsieur le Premier ministre. Il y a un grand chantier qui est ouvert. Nous sommes en train de passer de 2 000 au SNJ actuellement. On est en train de passer à 70 000 d'ici 2025. Pour ce qui concerne le volontariat, c'est 400 000 qu'on est en train de viser. Vous voyez, nous sommes partis de pilote progressivement. On est en train de passer à échelle. Donc, il faut impacter
il faut impacter la société, il faut qu'on voit nos résultats. Ça coûte cher, ça je veux le dire tout de suite, ça coûte excessivement cher. Si on est... Avez-vous les moyens de votre politique quand vous dites que ça coûte cher? Ah oui, le gouvernement est en train de mettre les moyens. Okay. En tout cas, nous, on le constate. Et on en est très heureux. Merci beaucoup. Merci, d'avoir répondu à notre invitation sur ce thème.